Bonsoir à tous et bonsoir plus particulièrement à notre cher téléspectateur, Monsieur Kouadio Aimé Dadikro de Brobo. Vous êtes à Lundi Sport. Voici le sommaire. Il y aura la participation du Maroc et du Mali. Le comité national olympique honore les athlètes médaillés au championnat d'Afrique. Le président Georges Ngouen a galvanisé les champions. Korogo a vécu le week-end dernier au rythme de son premier cross populaire. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, cadre de la région, a donné le coup d'envoi. Et pour naturellement décortiquer toute cette actualité, nous sommes en compagnie de nos chers consultants Salif Ouattara et Henri-Joël Agnolou. Bonsoir Salif. Bonsoir Samuel. Ça va bien? Ça va. Content de vous retrouver comme tous les lundis d'ailleurs. Henri-Joël, bonsoir. Bonsoir Samuel. Ça va super aussi. Tout va bien. Week-end chargé, hein, naturellement, avec tous ces matchs qu'on a eu à voir. D'ailleurs, on parlera de cette 11e journée qui s'est achevée ce soir même. 11e journée du championnat national de Côte d'Ivoire. Ça bouge. Et naturellement, les lignes également, avec donc ce classement qui connaît un léger bouleversement. La 11e journée de la Ligue 1 s'est jouée donc le week-end et a surtout été marquée par le talent d'un joueur Patrick Dulis de Sassandra. La journée a été également dominée par la victoire de l'ASEC 2-0 contre le Stade. Jean-Sylvain Ressot revient donc sur tout le film de cette 11e journée. Suivant. Ouotro Patrick fait gagner les Liman. À 17 ans, il se présente comme la pépite de l'équipe du Lys de Sassandra. Auteur de 2 buts lors de la 10e journée, Ouotro Patrick s'est offert un nouveau doublé contre le Stella et a permis à son club de l'emporter 2-1. L'ASEC Mimosa confirme face au Stade d'Abidjan. Première titularisation et premier but de Martial Kassi qui permit à l'ASEC de mener à la demi-heure 1-0 contre le Stade d'Abidjan. En fin de rencontre, Sankara Karamoko, servi dans le dos de la défense des Yéyés, ne laisse aucune chance à Bamba Drissa. Score final 2-0 pour les champions de Côte d'Ivoire. Le RCA a su l'essentiel face à l'AS Dengueli. Les Racines n'ont pas été brillants contre l'équipe des Djagassa, mais ils sont parvenus à arracher la victoire grâce à leur fer de lance, Mohamed Silla, parfait sur ce service de Wawa Chris à la 38e minute. Le Sporting renoue avec la victoire. Sans succès depuis plus d'un mois, l'équipe du fromager a régoûté aux délices de la gagne. Les jaunes et bleus ont inscrit le seul but de la rencontre contre Sol FC sur ce pénalty transformé par Mansou Kwaku à la 89e minute. Et voilà, donc nous allons revenir sur cette victoire de l'ASEC Mimosa face au Stade d'Abidjan, 2-0. Il faut le dire, l'ASEC a gagné par expérience face au Stade, en laissant le Stade faire le jeu et puis naturellement planter avec de belles contre-attaques, donc des buts. Je pense que l'objectif est atteint du côté des jaunes et noirs. L'importance, c'était plutôt remporter les 3 points de la victoire, quelle que soit la manière. Et ce qu'il faut démontrer, c'est que l'ASEC est en train de se positionner tout doucement au fil des rencontres dans la hauteur de ce classement. Face à cette équipe du Stade d'Abidjan, qui avait véritablement besoin de points, il fallait se réinventer, il fallait surtout permettre aux stadistes de chercher la victoire. Mais face à l'ASEC, il y a eu l'expérience, comme vous l'avez tout à l'heure signifié, un bloc solide ou un milieu compact, mais également avec le flair du but de Martial Kofi qui a marqué son premier but de la saison, première titularisation, premier but. Il fallait tout simplement cette belle expérience pour pouvoir permettre à l'ASEC de se sortir d'affaires. Ça a été. Et puis surtout, ce qu'il faut noter, c'est également Sankara Karamoko qui marque son 2e but de la saison, qui n'avait pas ce garçon qui avait fait une très belle saison la saison dernière avec l'équipe de la FAD sous la couleur de l'ASEC Mimosa. Il a réussi tant bien que mal à pouvoir se faire une place. Aujourd'hui, il marque le but dans les derniers instants de la rencontre. Je pense que concernant ce joueur, c'est un bon bol d'air. Et puis on espère que l'ASEC va continuer sur cette lancée. C'est clair. Voilà. L'ASEC Mimosa, Salif Ouattara, c'est quand même la meilleure défense en ce moment de notre championnat. 4 buts encaissés seulement. Et puis surtout, aucune défaite concédée jusqu'alors. Oui, mais avec le retour de Wonlo Koulibaly, qui est l'un des anciens, qui est quand même l'un des cadors, qui a été avant dans ce groupe, je pense qu'il y a eu une défense beaucoup plus compacte. Et puis ensuite, il y a tous ces jeunes-là qui sont venus, qui ont vraiment renfloué. La défense, elle est efficace, mais effectivement, il faut voir le travail qui est fait au milieu de terrain, avec des milieux offensifs qui sont
assez à l'aise, qui sont dans cette dynamique-là et qui arrivent à amener le ballon beaucoup plus loin. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, l'ASEC Mimosa arrive à scorer, arrive à s'imposer et finalement à être de retour à la tête du championnat. On n'imaginait pas, en tout cas, que ce club-là pouvait quitter après plusieurs matchs au niveau des compétitions africaines et venir s'imposer à nouveau. C'est extraordinaire, mais également il faut saluer le travail technique qui est fait par Julien Chevalier, qui est là depuis quelques années, qui ne lâche pas, qui essaye à tout moment de trouver les combinaisons parfaites pour que ce club-là soit vraiment dans la bonne dynamique. Ben ouais, je reste avec vous, hein. Ça va sûrement pas vous faire plaisir, mais je veux parler de Korogo avec vous, c'est vrai. Un club que vous avez à cœur, Korogo qu'on voyait donc se réveiller, mais qui là encore vient de concéder cette défaite 3-0 donc face à la SOA. Ça inquiète véritablement? Oui, ça inquiète d'autant plus que je pense que des assurances avaient été données. Au niveau des salaires, les joueurs avaient reçu plus ou moins des assurances et ils avaient même reçu une partie de ces salaires-là. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est ce bémol-là qui pose ces différentes tracasseries auxquelles on assiste, mais le club est vraiment dans des difficultés. Comment vous imaginez que vous rentrez bien dans un match, et puis finalement, patatras, on ne sent plus la dynamique, et finalement, la SOA qui prend le dessus, qui s'impose jusqu'à marquer 3 buts. Vraiment, c'est triste. J'ai une pensée pour Soro Jean, qui est l'entraîneur de ce club-là, qui ne cesse de se battre, mais je pense qu'au bout de la volonté du staff, il faudrait aussi que les dirigeants s'adressent aux joueurs, qu'ils cherchent à comprendre quel est le problème, parce qu'on a vu Korogo souvent en difficulté lors de ce championnat, mais revenir au score, oui. Je comprends qu'il y a forcément quelque chose qui ne s'explique pas sur le terrain que ces joueurs-là vivent, mais il faut chercher à régler ce problème. C'est clair, il faut chercher à régler ce problème. Avec vous, on va parler du Lys de Sassandra qui véritablement est en train de renaître de ses cendres. Le Lys qui fait plaisir à voir, le Lys de Sassandra qui séduit grâce à un garçon, Ouottro Patrick. Je pense que le Lys de Sassandra avait vraiment besoin d'un fer de lance à l'image de ce garçon Ouottro Patrick. 4 buts en 2 matchs. Les actions menées par le capitaine de l'équipe de Sassandra, Angoda Bienvenu, avaient véritablement besoin d'un finisseur. Et puis c'est un véritable bagarreur au front de l'attaque. C'est un garçon, un opportuniste. Sur les 2 derniers buts inscrits, vous voyez ce garçon qui s'est déchiré à aller chercher le ballon. Il est très résistant et très robuste également debout. Donc c'est un garçon qu'on bouscule moins, qui est intéressant dans son déplacement, qui a un sens de buteur. Mais je pense que c'est toute l'équipe, c'est tout l'effectif qui fait le travail. On a une défense, même si elle constitue la 9e mauvaise défense du championnat, incarnée par Saouné Aziz et également son alter ego qui est nommé Esseka Marc. Il faut tout simplement que l'équipe de Sassandra arrive à pouvoir gagner les batailles du milieu, parce que c'est là également le bémol. Parce que quand l'équipe de Sassandra perd les débats au niveau du milieu, la défense est tout simplement exposée. Elle est malmenée dans les duels. Pour moi, c'est une très bonne note parce que l'équipe de Sassandra remonte à la 4e place parce que depuis... Et nous allons voir en même temps le classement s'afficher juste à l'écran. Donc, pour vous, chers téléspectateurs, vous l'avez dit, oui, Sassandra à la 4e place, au pied du podium. Voilà, au pied du podium. C'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de Sassandra qui, depuis quelques temps, est en train d'aligner de bons résultats. La SOA 2e, l'AS Denguélé 3e. Même cette 3e place de l'AS Denguélé est menacée, Salif Ouattara. Oui, parce que quand vous avez un garçon comme Ouottro Patrick qui a montré toute sa technicité, qui a ébloui le stade Robert Champrou de tout son talent, la semaine dernière, je crois qu'il a fait un doublé. Cette semaine, il fait encore un doublé, encouragé par son père qui est permanemment là au stade. Je pense que l'AS Denguélé doit s'attendre à ce que le Lys remonte avec un garçon qui est solide, qui est assez courageux. Vous savez qu'il a le baccalauréat, il est en 3e année de licence, il n'a que 17 ans. Il a des ambitions, il les affiche à chaque fois qu'il a l'occasion de jouer. Donc je pense que l'AS Denguélé est effectivement menacé. Il y a le Sporting aussi, qui est passé 6e. Bon, c'est vrai que le but, si on avait la VAR, on allait peut-être dire que cette action... On parle d'un petit coup de pouce de l'arbitre quand même. On peut ne pas parler de pénalty, mais bon, finalement, je pense que le score, il est intact. C'est celui-là qu'on va retenir. Le Sporting Club de Gagnoa renoue avec la victoire. Donc, c'est vrai, dans cette dynamique, le club va forcément chercher à aller de l'avant. L'AS Denguélé est inquiété.
est inquiété par des clubs qui ont vraiment envie de monter, pourquoi pas, de se retrouver à la première ou la deuxième place. C'est clair. Et au bas du tableau, on verra tout de suite donc dans ce classement qui s'affiche devant vous, nous avons donc le CO Korogo, on l'a dit, c'est inquiétant, et Bassam qui est donc dans la zone rouge. L'Azida Bengourou est 14e, le RCA 13e, le Stella 12e et San Pedro 11e. Et on espère pour tous ces clubs un réveil imminent. Voilà, donc qui vient boucler la boucle de cette 11e journée de notre championnat national. Place à la 12e journée, donc le week-end prochain. Parlons football féminin à présent. Le conseil municipal de Cocody, engagé dans la promotion des sports féminins, a reçu le soutien de l'ONG MDJ Sport et Elite Group Project qui s'est traduit par le don d'un important lot d'équipements sportifs à l'intention donc de l'équipe féminine de football de Cocody. Pascal Koné y était. Son point. C'est déjà Noël à Révélation Football Club de Cocody. Ce club féminin a reçu des équipements sportifs composés de paires de baskets, de crampons, de balles, d'échelles, de t-shirts et de plusieurs autres lots. L'objectif est de pouvoir acquérir du matériel de pointe et de se hisser dans l'élite du championnat féminin ivoirien. Une initiative d'Ariane Massamba Malongo, un don fort apprécié par le premier responsable de la commune de Cocody. Merci à ceux qui les accompagnent, merci à nous tous qui sommes à leur côté. Je félicite encore une fois depuis nos filles parce qu'elles sont performantes et avec tout le matériel que nous sommes en train de réajuster et leur envoyer en plus, le temps que l'année finisse, elles seront premières. Nous promettons de donner le meilleur de nous pour les prochaines saisons. Nous allons batailler, nous allons donner tout ce que nous avons pour pouvoir être au top du classement. Les filles de Révélation Football Club de Cocody ont affirmé toute leur détermination à figurer dans l'élite du football ivoirien. Parlons à présent du lancement du tournoi international du district d'Abidjan, TIDA. Le complexe sportif de Yopougon et le stade Robert Champrou de Marcory sont les deux sites retenus pour abriter la 8e édition du TIDA qui verra d'ailleurs reprise 10 équipes, dont celle du Maroc et du Mali, annonce faite lors de la conférence de lancement en présence de Pascal Koné et Jean-Sylvain Ressot. Le tournoi international du district autonome d'Abidjan, TIDA, va se dérouler du 15 au 22 décembre 2022. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse. Cette compétition est réservée exclusivement aux jeunes footballeurs de moins de 18 ans. Le thème retenu pour cette année est en rapport avec l'immigration clandestine et le but est de protéger les adolescents et les sensibiliser sur les dangers auxquels ils s'exposent en visant l'Eldorado. Le combat de foot solidaire, il est simple. C'est la protection juste, équitable, durable des jeunes joueurs, surtout mineurs, qu'il s'agisse de jeunes qui vont à l'aventure ou des jeunes qui sont simplement dans nos différents états. La demande, elle est de plus en plus forte, mais la plus belle femme ne peut offrir que ce qu'elle a. Nous ne pouvons accepter qu'un certain nombre d'équipes, en termes de qualité, en termes de plateau technique, pour que ces jeunes-là puissent présenter au monde, au public sportif en Côte d'Ivoire, leurs capacités réelles. 10 équipes reparties en 2 poules vont s'affronter sur 7 journées pour détrôner le Sol FC, vainqueur de l'édition précédente. Tous les matchs, contrairement aux éditions précédentes, se joueront les matchs. On n'aura pas de match dans l'après-midi comme les années antérieures. Ce tournoi va bénéficier du soutien de la Fédération ivoirienne de football, mais aussi d'une maison d'assurance qui s'engage à accompagner les jeunes footballeurs. 15 au 22 décembre prochain, donc Abidjan sera la capitale du football jeune, on va le dire, et c'est un tournoi qui suscite beaucoup plus d'intérêt aujourd'hui. Effectivement, depuis 2012, nous sommes habitués à retrouver ces jeunes pousses du football africain, se retrouver, même si certains viennent d'ailleurs, à l'image de l'FC Barcelone qui, en 2013, avait participé à ce tournoi. On retrouve cette plateforme d'expression de ces jeunes. Et puis, ce qui, moi, me réjouit, c'est le cadre qu'on fait pour parler surtout des faits de société. Depuis la 5e édition, on parle de l'immigration clandestine. Cette année, le thème a été reconduit, qui est aux jeunes de pouvoir comprendre qu'on peut devenir joueur professionnel, footballeur professionnel, en passant par la voie légale. Aujourd'hui, en s'exprimant de fort belle manière, ils sont capables de taper dans l'œil
des recruteurs et se retrouver sous les cieux européens pour pouvoir monnayer leur talent. Pour moi, c'est une très belle initiative. On ne peut que attendre les jeunes gens participer à ce tournoi. C'est clair. Le TIDA qui gagne en maturité, hein, Salif Ouattara, il promet d'être relevé d'ailleurs cette année. L'un des soucis actuels du TIDA, c'est justement le TIDA avait pris une certaine envolée à un moment donné avec la participation des clubs européens comme le FC Barcelone. On avait vu ces gamins-là débarquer ici, on les voit actuellement dans le championnat espagnol. Et on a quelques remords de constater que ces clubs européens, du fait du Covid, n'arrivent plus à venir en Côte d'Ivoire pour participer au tournoi international du district d'Abidjan. Mais effectivement, c'est une compétition jeune qu'il faut garder dans le calendrier de l'actualité sportive et du football même ivoirien, et puis espérer que tous ces grands clubs-là puissent revenir. Une année, je crois qu'il y avait eu aussi du côté du Ghana des clubs assez intéressants qui étaient venus, mais Feyenoord du Ghana, effectivement. Donc, si le Barça peut revenir, si on peut avoir, pourquoi pas, l'académie de la Juventus ou d'autres, je pense que ça permettrait de relever le niveau et puis de voir aussi des jaugés et voir combien de fois nos garçons ont du talent ou combien de fois est-ce qu'ils ont reculé. Ça nous permettra de juger et puis finalement, ça nous permettra de savoir quelle est notre valeur sur le marché international. Ça manque énormément. Il faut qu'on puisse revenir à cette dynamique pour que le TIDA soit rayonnant comme cela a été le cas. C'est clair. Messieurs, je vous propose là à présent donc de donner quelques news de la Coupe du Monde qui se tient en ce moment au Qatar. Nous avons donc quelques résultats pour les huitièmes de finale qui battent le plein, hein, on va le dire. Les Pays-Bas ont battu les États-Unis 3-1. L'Argentine a battu l'Australie 2-1. La France a disposé de la Pologne 3-1. L'Angleterre a battu le Sénégal 3-0. Et la Croatie au tir au but donc a battu le Japon 3-1. Avant qu'on ne vienne, le Brésil était en train de laminer la Corée du Sud 4-0. Et ça bouge fort. Oui, ça bouge fort. Je pense que c'est un grand Brésil que nous avons retrouvé ce soir face à des Coréens, même déterminés, qui n'arrivent pas à résister à cette offensive, surtout à cette armada offensive de l'équipe du Brésil. Et finalement, le match s'est achevé 4-1. 4-1. C'est une bonne nouvelle. Ils terminent au moins avec sauve l'honneur en marquant ce but. Ces Coréens qui, pour moi, ont réussi leur mondial. Voilà, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Mais là, ce soir, nous avons eu un grand Brésil où toute sa plateforme offensive s'est exprimée. Neymar, Richarlison, pour ne citer que ceux-là. Pour moi, c'est une belle compétition, surtout un très beau match auquel nous avons assisté. Angleterre-Sénégal 3-0, finalement, Salif Ouattara. Est-ce qu'on peut affirmer que le Sénégal, champion d'Afrique, est tombé les armes à la main? C'est trop dit, mais sans Sadio Mané, je pense que psychologiquement, forcément, cette sélection-là était déjà touchée. Et puis ensuite, il y a eu effectivement l'Angleterre qui est venue et qui a arraché tous les espoirs. Mais je m'attarde un peu sur le sort de ces équipes africaines. Je constate qu'il n'y a qu'une seule nation qui reste, c'est le Maroc. Le Maroc, oui, face à l'Espagne. Ouais. Et je me pose des questions. Est-ce que c'est le manque de volonté politique? Est-ce que c'est le manque de moyens? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, l'Afrique échoue, soit aux portes des quarts de finale, soit aux portes des demi-finales? Je crois que c'est très rare de voir un pays africain en demi. Et la question, c'est l'inquiétude. On se demande finalement à quand est-ce que l'Afrique pourra arriver quand même dans le carré d'as, finir, pourquoi pas en finale. La question, elle reste posée. Elle reste posée. Déjà, donc, les premières affiches pour les quarts de finale vont donner certains Pays-Bas, Argentine, donc le vendredi déjà. Et puis, on aura Croatie-Brésil, c'est confirmé, puisque le Brésil vient de remporter. Donc, on aura Croatie-Brésil toujours le vendredi. Et le samedi, on aura un certain France-Angleterre. Ben ouais. Ça promet. Dans tous les cas, cette Coupe du Monde se poursuit. L'Angleterre est en route pour son deuxième sacre après 1966. Et la France, lentement mais sûrement, est en train d'aller vers son troisième sacre. Les Bleus, dans tous les cas, donc, ont des signaux qu'ils donnent. Et pour l'instant, tous les signaux sont au vert. Restons donc au Brésil pour parler justement de l'état de santé du roi Pelé. C'est l'actualité qui fait le tour de la planète en ce moment. Le Brésil et le monde du sport, suspendu donc à l'état de santé de Pelé, alors qu'il lutte depuis plus d'un an contre un cancer du côlon. Son
du côlon, pardon. Son état de santé inquiète au plus haut point avec cette infection respiratoire. Depuis mardi dernier, le roi Pelé est admis en urgence à l'hôpital de Sao Tomé. La légende vivante de la Seleção et du football mondial à 82 ans et pour l'heure en soins palliatifs. Plusieurs stars telles que Mbappé appellent à prier pour Pelé, seul joueur à avoir remporté 3 fois la Coupe du Monde en 58, en 62 et en 70. D'ailleurs, on se rappelle de cette finale face à l'Italie en 70. Quelle équipe du Brésil! Mais ouais, toutes nos pensées donc pour le roi Pelé. On espère naturellement donc qu'on aura des nouvelles d'ici peu. Nous abordons à présent le chapitre multisport. Le CNO et son président ont tenu donc à honorer plusieurs champions d'Afrique. Après donc avoir honoré la Côte d'Ivoire aux différents championnats d'Afrique du tir à l'arc et du judo, les athlètes médaillés ont été reçus par le président Ongouan Georges et son comité directeur. C'était en présence d'Arsène Kwasi et de Esso Jean-Silver. Depuis son accession à la tête du comité national olympique, Maître Georges Ongouan ne cesse de mettre les athlètes au cœur de son programme. Et cela s'est à nouveau démontré avec les doubles médailles d'or et d'argent des récents championnats d'Afrique du tir à l'arc disputés à Pretoria en Afrique du Sud. Nous sommes encore heureux d'être là afin de présenter à M. le Président et à son comité directeur vraiment le fruit de cette campagne-là. Tout comme les archers, les judokas ont été reçus par le patron de l'olympisme ivoirien. Ils ont glané 27 médailles aux différentes catégories des championnats d'Afrique cadets, juniors et seniors, disputés respectivement au Niger, au Kenya et au Cameroun. Nous pensons qu'il était de notre devoir de venir au comité national olympique qui est chargé de gérer le mouvement sportif, venir présenter nos résultats. Pour nous, c'était vraiment un réel plaisir de les recevoir pour, d'une part, leur signifier toute la gratitude du CNO pour le travail qu'ils font et deuxièmement, leur donner nos encouragements. Encouragement parce que vous savez qu'il y a des enjeux importants qui profilent à l'horizon. Honorés par l'instance olympique ivoirienne, le tir à l'arc et le judo promettent de faire mieux afin de relever tous les défis à venir. En ligne de mire, la qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024 et les Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar 2026. 61 ans après sa création, l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS de Marcory aura enfin sa piscine olympique. La pose de la première pierre de l'infrastructure sportive a eu lieu en présence du ministre des Sports Paulin-Claude Danho et en présence de notre reporter Arsène Kwasi. Son point. Le ministre des Sports Paulin-Claude Danho a procédé à la pose de la première pierre de la piscine olympique de l'INJS après celle de la commune d'Abobo, dont les travaux ont été lancés par le Premier ministre Patrick Hachi. Bâti sur une superficie de 4 632 mètres carrés, la réalisation de ce bassin nautique multifonctionnel vient combler un vide dans la formation des formateurs de l'INJS. Et les travaux de construction vont durer 2 ans. Je voudrais me réjouir qu'après 61 ans, l'INJS a enfin sa piscine olympique. Parce que la piscine va servir à la rééducation pour les maladies cardiovasculaires et pour les AVC. Nous sommes heureux de donner à cet institut un instrument puissant de détection et de formation à la natation et au sauvetage. De son côté, le directeur général de l'INJS salue la construction de cette infrastructure sportive dans son établissement, chose qui concrétise la matérialisation d'un rêve vieux de 61 ans. Il manquait au dispositif de formation de l'INJS un outil didactique fondamental pour l'enseignement. C'est donc un rêve qui se réalise avec la pose de la première pierre de la piscine olympique. Ce programme d'aisance aquatique prend en compte également la réhabilitation de la piscine de Boaké, celle de Bingerville, ainsi que la construction des piscines d'Atekoubé, Yopougon et Koumassi. La construction de ces piscines s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de sport à travers le projet de réhabilitation et de construction des infrastructures sportives de Côte d'Ivoire. On le voit bien, Salif Ouattara, la Côte d'Ivoire veut reprendre sa place au niveau de la natation. Alors, ce bassin-là est, lui, dédié à la formation des formateurs. Oui. Et il faut saluer cela parce que cela faisait 61 ans que l'INJS attendait cette infrastructure pour pouvoir être
au complet, comme on peut le dire, un esprit sain dans un corps sain, un corps au complet. Aujourd'hui, l'INGS se considère dans un esprit sain et un corps sain qui est au complet. Et ce qui me réjouit, c'est que maintenant, on aura des spécialistes de sport dans tous les domaines, dans nos lycées et nos collèges. Oui. Ils pourront bien expliquer aux élèves de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle de natation, de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle de taekwondo, même des nouvelles techniques des arts martiaux et même des nouvelles techniques. Et donc, c'est pour cela que je suis heureux de constater que ce projet-là a pu se mettre en place. Décidément que cette infrastructure puisse être bâtie et dédiée à la formation. Plus de 177 tireurs ont fait le show donc, au niveau du Hall 2 du Palais des Sports de Treichville. Ce Hall 2 a été pris d'assaut par les différents tireurs et amoureux du taekwondo. Une salle qui a abrité la première édition donc, du tournoi de la Ligue communale de Treichville. Et il y a eu de beaux duels, nous dit Hassane Kwasi. Venus de divers horizons, plus de 177 athlètes repartis dans plusieurs catégories se sont affrontés sur les différents tatamis. En finale cadet homme, Zorkot Adi du club de l'avenue 21 rue 21 s'est facilement imposé face à son adversaire, Kamara Wali. Au niveau des juniors, il n'y a pas eu de suspense entre Lagwenvare Youssef, plastron bleu, et Bamouni Monali Aimé. Sérieux et appliqué, le tireur de la formation jeunesse prend à défaut son adversaire à l'issue de 2 rounds. Au niveau des seniors, le combat entre le champion de Côte d'Ivoire, Sidibé Mohamed, plastron bleu, et Touré Ibrahim a tenu en haleine. Acculé par les coups du prodige tireur ivoirien, Sidibé Mohamed use de malice et d'expérience pour venir à bout du jeune prometteur de la formation famille d'Abobo. Chez les seniors dames, ça passe également pour Drabo Aminata du club de Chelsea de Bassam. Déterminée et disciplinée, elle n'éprouve aucune difficulté à disposer de son homonyme de la même formation. Au regard de l'engouement suscité, l'initiateur et le parrain de cette compétition se disent très fiers. Nous sommes là pour soutenir et la Fédération ivoirienne de taekwondo, mais surtout la Ligue de taekwondo de Treichville. Et nous sommes tout à fait heureux d'avoir été là. Pour un coup de ça, c'est un véritable coup de maître, parce que vous-même, vous avez vu, vous êtes témoin, on a fait salle comme. Voilà, on a fait ça depuis 8 heures, les enfants, les parents, les supporters, tout le monde était là. À peine la cérémonie s'achève que les organisateurs pensent à renouveler cette expérience avec le Grand Chelem prévu en avril 2023. Passons à présent aux autres disciplines et nous parlons de marathon cette fois-ci. Le marathon de Valence remporté donc par Kelvin Kiptoum et Aman Berizo. Alors sur le marathon de Valence, le Kenyan Kelvin Kiptoum, 23 ans, est devenu le 3e athlète le plus rapide de l'histoire de la discipline chez les hommes. Il a couvert donc une distance en 2 heures, 1 minute 58 secondes et devient le meilleur performeur de tous les temps. À souligner qu'il était donc à sa première course mondiale. Chez les dames, l'Éthiopienne Aman Berizo a fait une meilleure performance. À 31 ans, elle termine sa course en 2 heures et 15 minutes. Le chapitre reportage de cette émission est consacré à l'international burkinabé Ahmed Touré en quête donc d'un nouveau challenge. Il nous a ouvert ses portes, également son cœur, évoquant son enfance à Bouaké, ses anciens coéquipiers de la SEC, son passage d'ailleurs à la SEC Mimosa, ses regrets, la sélection burkinabé, ses échecs et son retour en Ligue 1. C'était au micro de Moyabi Diabaté. Bonjour, bienvenue chez moi, RT Sport. Ahmed Touré nous a ouvert ses portes, mais aussi son cœur. 18 ans après le début de sa carrière, l'international burkinabé se souvient encore des circonstances de la signature de son premier contrat professionnel. Je me souviens bien, je pense que c'est un match de quartier qu'on m'a repéré pour m'envoyer à la Chantier Kotoko. Donc ce jour-là, j'ai claqué 3 buts. On était mené 3-0 avec mes 3 buts. Et j'ai un collègue qui a marqué le 4e et c'est de là, moi, je suis parti à la Chantier Kotoko. Ahmed Touré aurait pu jouer pour la Côte d'Ivoire. Mais contre toute attente, il a opté pour le Burkina Faso. Un choix qu'il ne regrette pas. Le sélectionneur, M. Zawi François, s'est déplacé, est venu me voir au Ghana. Après les échanges, je pense que le Burkina aussi m'avait approché. J'ai pris le temps avec mon entourage de bien réfléchir et j'ai opté pour le Burkina. J'ai commencé en pointe avec Mouni Dagano. J'ai joué aussi avec Issouf Kone qui était à FC Cluj. J'ai joué avec pas mal de joueurs comme
Yamengo Nassis. Auteur d'une saison hors norme avec l'Ashanti Kotok en 2017, le Simba signe à l'ASEC Mimosa pour 2 saisons. Avec à la clé des souvenirs inoubliables mais également difficiles lors de sa 2e année. Avec Togimel, ça a été un très grand souvenir. Je pense que ça remue le football ivoirien parce que 2 personnes qui se poursuivaient pour être meilleurs buteurs, c'est pas facile. Mais je me dis, c'est le foot. Ça met l'ambiance, ça te motive à travailler, ça te motive à marquer chaque semaine. J'ai été champion où j'ai joué 17 matchs d'affilée sans perdre. On a joué la Coupe africaine, nous sommes arrivés en phase de poule. On a été champion de Côte d'Ivoire, on a remporté la Coupe, on a presque tout raflé. Mais mes regrets à la SEC, c'était la 2e saison. Sans aucune explication, je me retrouvais toujours sur le banc. Je rentrais à quelques minutes de la fin des matchs, tout et tout. Pour quelqu'un qui a terminé meilleur buteur sa 1re saison et qui se retrouve sur le banc sans des explications, c'est des regrets. Passé par plusieurs clubs européens dont l'Okeren, Ahmed Touré estime qu'il aurait pu faire une longue carrière. Mais plusieurs ingrédients lui ont manqué. Dans les débuts, un bon manager ou un agent, des bons conseils, c'est ce qui m'a manqué. Avec le temps, j'ai eu quelques amis qui m'ont donné des idées, des conseils, un bon petit entourage, mais c'était déjà trop tard. À 35 ans, Ahmed Touré n'envisage pas arrêter le football. L'ex-buteur de l'ASEC Mimosa s'apprête pour une nouvelle aventure au plan local. Ils sont en discussion avec 3 clubs. Je pense que jusqu'en décembre, il y aura une réponse concrète. Je serai là en janvier avec un club ivoirien, Inch'Allah. Un retour prometteur qui donnera peut-être un peu plus de saveur au championnat ivoirien si les choses se concrétisent entre Ahmed Touré et son prochain club. En tout cas, c'est un joueur avec un bon profil qui pourrait aider, par exemple, des clubs comme la FAD, le FC San Pedro, pourquoi pas Gagnois. Pourquoi pas le COK, qui a vraiment besoin de victoires, parce que le COK a enregistré une seule victoire au cours de ses 10 premiers matchs. Je pense que c'est un garçon intéressant, qui a le sens du but, tout à l'heure vous avez parlé de son profil. Lorsqu'il était sous les couleurs de l'ASEC Mimosa, il a fait une première année étincelante, et puis la seconde, sous le Zord d'Amani Yao, il y a eu quelques dysfonctionnements, ce qu'il a tout à l'heure signifié. Ce qu'il faut noter également après son intervention, c'est que il y a des paramètres très importants dans la vie d'un sportif. L'entourage. L'entourage est vraiment important. Quand vous avez un bon entourage, des bons conseillers, et un bon agent, je pense que vous avez 85% de chances de pouvoir réussir dans votre métier. Mais là, malheureusement, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas également... il a pris du plaisir lors de ses différentes sorties. D'accord. Il faut noter également son passage manqué à l'As Vita Club, pour moi, qui a été un faux choix du côté de ce garçon. C'est clair. Alors, messieurs, je vous dis merci. C'est ici que votre contribution s'arrête pour ce soir. Merci à vous. On se dit à très, très bientôt. Voilà, donc, à bientôt. Je vous dis merci encore une fois. Nous poursuivons cette émission tout en remerciant nos 2 consultants, parce que tout à l'heure, c'est le MAG et on aura un invité, non des moindres, monsieur le chef de service sport de la RTI, monsieur Koulibaly Seydou. On se retrouve juste après ça. Il est 21h à Yaoundé, partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous. 3e mi-temps. Retrouvez votre émission de débat sportif sur RTI 2 tous les mercredis à partir de 21h. Bonsoir. Bonsoir, mec. Avec vous, nous allons parler justement donc de ce premier cross populaire qui s'est déroulé à Korogo le week-end dernier, une initiative de Sargatio Sport. Déjà, qu'est-ce que cela signifie, Sargatio? Sargatio, il faut dire, c'est la femme abeille dans la langue nafara, chez nous. Et comme vous le savez, l'abeille produit le miel. Et le miel attire beaucoup le monde. Ah oui. Mais en dehors de tout cela, Sargatio, c'est le nom de ma mère. De maman. Donc, c'est un bel hommage que vous avez voulu lui rendre. C'est un hommage que je lui rends et c'est le nom aussi de ma seule et unique fille. D'accord. Alors, nous allons constater justement que, on dira donc le miel a attiré assez de monde au niveau de Korogo, précisément à la place de l'indépendance, avec ce premier coup d'essai donc du cross populaire. D'ailleurs, on peut le dire, il y a eu du beau monde. Suivons ce reportage tout de suite. Un dernier souffle et c'est la ligne d'arrivée. Que d'efforts fournis par ce coureur. C'est pas facile, mais ça peut aller. Nous sommes à la première édition du cross populaire de Korogo.
Cette initiative de la structure Sargatio Sportcom a mobilisé les populations de Korogo. Plus de 2000 participants, à majorité écoliers, élèves et étudiants, ont pris d'assaut la place de l'Indépendance. Par une procession à travers les grandes artères de la ville, les coureurs se sont surpassés et ont fait preuve de solidarité. Comme on le dit, le sport est vecteur d'union et de rapprochement des peuples. De la place de l'Indépendance, en passant par le palais de justice, le centre culturel et la rue des Banques, les différents itinéraires ont permis aux participants dans les catégories venues des écoles primaires, secondaires et des civils de mettre à contribution leur mental. Cette activité a rencontré l'assentiment des autorités et officiels de la cité du Poro. La ville de Korogo, au niveau du championnat national d'athlétisme, est sur les plus hauts podiums dans les différentes catégories. Le championnat national, nous avons Jeune Nawa qui est de Korogo, le vice-champion Yaramsa est de Korogo. Au niveau donc, des jeunes filles, la championne est de Korogo et puis ainsi de suite. Donc nous pensons que c'est une ville qui a un fort potentiel en athlétisme et ce genre de compétition permet de détecter des talents qui seront donc encadrés donc, par le club de l'athlétisme de Korogo afin de lui permettre de garder son niveau et de continuer à voler toujours plus haut et pourquoi ne pas aller à la conquête de l'Afrique puisque nous avons aussi participé à des compétitions donc, continentales. Faisant preuve d'effort et d'endurance, les participants ont, au-delà de leur rang dans la compétition, salué cette aubaine dans leur localité. Aujourd'hui, c'est un beau jour, mais il y a trop de fatigue là-dedans. C'est pas facile, mais Dieu pourvoira. Je peux dire à mes camarades de pratiquer le sport car c'est très important pour la santé. Cette première édition du cross populaire de Korogo était placée sous le signe du rapprochement des peuples par le sport. Un pari réussi grâce à la mobilisation des agents régionaux du sport, de la police nationale, de la santé et de l'éducation nationale. En plus des nombreuses récompenses, le collège privé Yatana s'est adjugé le trophée de la mobilisation sur une dizaine d'établissements présents. Rendez-vous est pris pour d'autres éditions encore plus innovantes et riches en émotions. Et voilà, donc pour cette première édition, vous avez réussi à mobiliser plus de 2000 jeunes. Oui, au départ, il faut dire que nous nous attendions à 750 personnes. C'était le nombre officiel de ceux qui étaient inscrits. Et puis, dans les 2 derniers jours, il y a eu vraiment beaucoup d'engouement autour de cette manifestation. Et nous étions à 1300 participants officiellement inscrits. Et finalement, nous nous sommes retrouvés à plus de 2000 personnes. Je peux dire 2300 officiellement que nous avons recensés. Ouais. Mais il y a ceux qui sont venus courir sans dossard et que nous avons dû mettre dans la course. Donc autour de plus de 2000 personnes. Est-ce qu'on s'attendait à un tel engouement? Pourquoi avoir choisi d'ailleurs l'athlétisme au détriment du basket? Parce qu'on sait que vous êtes un amoureux du basketball et aussi du cyclisme qui est considéré comme sport roi dans la région. D'abord, le basket, je l'ai pratiqué au lycée, au collège, en tant que meneur de jeu. Mais l'athlétisme, je vous l'apprends, je suis spécialiste d'athlétisme en statistique au niveau de l'IAF et au niveau de la Confédération africaine d'athlétisme. Donc, c'est un dada que j'ai. Et j'ai été de ceux qui ont participé à l'époque avec la Fédération ivoirienne d'athlétisme à la naissance et à la mise en place du premier championnat d'Afrique de marathon en Côte d'Ivoire avec Haroun Charles, Feu Meïté et Gaoussou Kone. Et donc cette passion pour l'athlétisme est restée en moi. D'accord. Et puis quand je regarde un peu la nomenclature de la Côte d'Ivoire au niveau sportif, je me rends compte que dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Poro, se trouvent des grands champions. Monsieur le ministre, d'ailleurs, l'a évoqué. Oui. Voilà, donc Gaoussou Kone, il est d'Odjéné. Odjéné, c'est pas loin de Korogo. Il a été le premier Africain, je le dis bien, à être finaliste olympique en 1964 à Tokyo. Donc, et quand on regarde aujourd'hui, depuis les 5 dernières années, tous les champions de Côte d'Ivoire, du 800, du 1500, du 3000, du 5000 mètres, viennent de la région du Poro. Donc, il y a quelque chose à faire. C'est un hommage que vous voulez rendre en même temps à la région, mais aussi profiter pour faire de la détection? Faire de la détection avec cette compétition. Une compétition et en même temps une fête sportive.
Parce que l'objectif n'est pas de faire de la compétition. Comme on l'a dit, le sport, c'est la santé. Donc, c'est d'abord participer. Et puis après, il y a l'effet sportif qui arrive, l'effet compétition qui arrive, détecter des jeunes. Il y a déjà un club d'athlétisme sur place. Nous allons les aider à fédérer nos efforts pour sortir des champions demain, mais en même temps mettre en place une mini-académie d'athlétisme, comme on le fait au football, et en dehors de cela, créer et rendre pérenne l'activité, de sorte qu'une fois par an, on puisse avoir une sorte de mini-olympiade de sport à Korogo. Alors, comment la jeunesse de Korogo a accueilli cette première course, on dira, ce premier cross populaire? Quelques réactions que je vous propose maintenant de suivre. C'est bienvenu à Korogo, parce qu'à Korogo ici, il y a beaucoup d'enfants qui ne s'entraînent pas. Maintenant, on peut récupérer d'autres pour nous associer, pour faire le club. On est dans un club, maintenant il n'y a pas de filles, il n'y a pas beaucoup de filles. Donc, on a besoin des filles pour les récupérer. Donc, pour faire le club. La course, c'est les entraînements. Si tu ne fais pas les entraînements, tu ne peux jamais gagner. Cette compétition est la bienvenue parce qu'à Korogo, il y a des compétences, il y a des talents. Mais sans ces compétitions, on ne peut pas savoir. Voilà. Alors que nous formons ici à Korogo des champions. Je suis fier et je le dis haut et fort. Nous formons des champions ici à Korogo. C'est une fierté pour moi quand je vois les jeunes athlètes, les jeunes gens qui viennent s'entraîner pour courir, pour devenir comme moi. Vraiment, je suis très fier de ça. Et voilà, donc plusieurs champions. Voilà. Là, lui, il a fini 4e. Donc, le dernier qu'on a vu. Vous avez vu Nawa tout à l'heure, qui est champion de Côte d'Ivoire au niveau du demi-fond. Et donc, à partir de tout ce que vous avez vu, nous avons, avec Sargacho Sportcom, essayé de mettre en place une structure qui va permettre de détecter des jeunes, qui va permettre aussi de créer de l'activité sportive dans le Nord. Et on a eu l'assentiment des autorités de la ville. Vous avez vu que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Koulibaly Amadou, est venu spontanément. Il n'était pas venu pour notre activité, mais spontanément, quand on lui a dit « voilà ce que nous voulons faire », il est venu, il a pris de son temps dans la matinée pour venir nous assister. Et vous avez vu le monde qui est venu, nous avons refoulé du monde et nous avons pensé que pour les prochaines éditions, nous devrons faire mieux. C'est clair, et il y a la direction régionale également des sports au niveau du Poro qui vous a soutenu et plusieurs autres... Oui, il faut le dire, à commencer d'abord par le ministre des Sports, M. Dao Claude Collin, qui nous a soutenus, et le directeur général des sports qui a cru au projet lorsque nous lui en avons parlé et qui était avec nous de cœur. Il ne faut pas oublier le directeur général de la RTI qui a été de cœur avec nous et qui nous a soutenus comme il le pouvait. Et surtout le DG de la Lunati aussi qui nous a soutenus. Alors en vrai, qu'est-ce que vous avez retenu de cette première édition? Qu'est-ce qui vous a marqué concrètement? Ce qui m'a marqué, c'est l'engouement. C'est l'engouement qu'il y a eu autour de l'activité. Lorsque nous avons dit que nous allons faire un cross, nous ne nous attendions pas à autant de monde. Et nous ne nous attendions pas surtout à cette mobilisation, surtout au niveau du scolaire. Au niveau du scolaire surtout, il faut dire que toutes les draines et même les forces de l'ordre nous ont reproché de ne les avoir pas invités. Nous n'avons pas invité, par exemple, la brigade de gendarmerie. Vous avez vous-même sous-estimé l'activité? Pas sous-estimé. Pas sous-estimé l'activité. Vous ne pensiez pas à un tel monde, nous ne pensions pas avoir autant d'engouement. Nous savions que dans le Nord, on aime bien les courses de fond, mais nous ne savions pas que cela allait avoir cet engouement. Et le matin, nous avons été envahis. À partir de 6 heures, la place de l'Indépendance refusait du monde. Ouais, ça se voit. D'ailleurs, quels seront les prochains challenges pour Sargacho Sport? Le prochain challenge, c'est de pouvoir réussir l'organisation de la prochaine édition du Cross populaire de Korogo. Il y a eu une première édition, la deuxième édition doit être réussie et nous pensons à la deuxième édition avoir plus de 3000 participants. Nous pouvons le faire parce que nous avions compté d'abord sur l'école de police. Pourquoi pas inviter même d'autres athlètes à vous rejoindre? Nous allons le faire parce que nous savons qu'à Dimokro, par exemple, il y a déjà une petite académie d'athlétisme qui est mise en place. Nous allons créer le challenge entre eux et nous. Et pourquoi pas les inviter et créer un jumelage. C'est quelque chose qui reste à voir. Seydou Koulibaly, je vous laisse l'occasion de vous adresser à cette jeunesse qui s'est mobilisée à l'effet donc d'apprécier cette première édition du Cross populaire de Korogo.
Il faut dire le sport dans son ensemble, d'abord, c'est la santé. C'est la santé. Et nous, à Korogo, nous voulons faire de Korogo une ville de sport. Une ville de sport, tout sport confondu. Il y a déjà Stéphane Konaté qui a lancé son académie de basket. Nous allons lancer l'académie d'athlétisme. Il y a le COK, qui est le club phare de la région. C'est de créer une synergie autour de toutes ces activités sportives, de sorte qu'à un moment donné, dans la saison, Korogo devienne la capitale du sport en Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'objectif de Sargatio Sport commun. Donc en dehors, naturellement, de l'athlétisme, on aura d'autres disciplines à développer. D'autres disciplines vont venir se greffer. Pourquoi pas faire appel à l'académie de Stéphane Konaté, qui fait déjà le basket, pour venir nous compléter pendant les journées des Olympiades. Pourquoi pas faire appel à l'académie d'athlétisme d'Imokro, venir nous... Et comme tu l'as dit en introduction, il y a le cyclisme. Le cyclisme, nous ne l'avons pas oublié. Le cyclisme fait partie... Heureusement, hein, population de Congo. Parce que c'est l'un des premiers moyens de locomotion dans le Nord et le cyclisme fait partie de ce que nous voulons faire, comme le mob cross d'ailleurs. Donc il y a des activités qui vont venir se greffer, mais l'athlétisme va être l'activité principale. Bien ouais. Mais on ne peut pas vous laisser partir sans parler quand même de cette difficulté du CO Korogo. Est-ce que derrière, vous aurez aussi de la détection quand même pour le football? Parce qu'on sait que là-bas, il y a des passionnés de football aussi à Korogo. Beaucoup de passionnés de football, mais nous ne parlons pas encore de football au niveau de l'élite. D'accord. Parce que nous pensons que pour faire une bonne équipe, il faut avoir une base solide. Et la base solide, c'est d'abord la formation. Nous avons des projets au niveau des centres de formation du Nord. Pourquoi ne pas faire des séminaires de formation? Nous sommes en contact avec l'amicale des entraîneurs de France, des Ivoiriens qui sont en France, qui ont une grande amicale, qui sont tous des entraîneurs, qui ont des brevets UEFA, qui peuvent venir en Côte d'Ivoire et pouvoir encadrer ces encadreurs. Parce que pour avoir de bons footballeurs, il faut avoir des encadreurs qui soient bien formés. Nous allons travailler surtout sur l'école des cadres. Et ça, c'est important. Une fois que nous aurons fait cela, nous verrons ce qui va suivre. Seydou Koulibaly, passionné de sport, en tout cas, qui veut continuer d'œuvrer pour le rayonnement du sport en Côte d'Ivoire, mais surtout à Korogo. On vous dit grand merci d'être venu ce soir donc à Lundi Sport parler de cette première activité du Sargatio Sport et on espère en voir d'autres comme cela fleurir et pourquoi pas pour donner toujours des champions donc à la Côte d'Ivoire. C'est d'ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci beaucoup d'être venu. Merci mec. Et puis on se dit à très très bientôt, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Voilà, donc on se dit à lundi prochain.